Bonjour à tous, welkom iedereen. We zijn al een heel aantal aanwezig voor deze live meeting. On est déjà toute une série de personnes présentes pour ce live meeting. Pour les habitués, vous connaissez la chanson. Pour les autres, je vais de toute façon vous expliquer rapidement comment ça se passe. J'avais deux petites communications de service à faire. Ik zou hier graag twee zaken meedelen. Ten eerste, iedereen spreekt hier zijn taal. Ik zal wel het meest in het Frans spreken sinds ik Franstalig ben. Wij antwoorden hier allemaal zonder problemen in Frans, in het Nederlands. Stel maar uw vragen in de taal dat u wenst. Geen probleem daarvoor. Donc, parlez tous votre langue maternelle. S'il y a des questions en français, en néerlandais, on y répond dans votre langue sans souci. Personnellement, je parlerai donc ma langue, mais je vous invite à parler la langue de votre choix. Le deuxième petit point que je souhaitais communiquer à tout le monde, c'est qu'on enregistre ce live pour pouvoir le partager avec les personnes qui ne savent malheureusement pas se joindre à nous. Si jamais ça pose un souci à quelqu'un, n'hésitez pas à le dire, mais il sera donc enregistré. Zoals ik dus zo net zei, deze live wordt opgenomen, zodat we een replay zullen hebben. Als het een probleem voor iemand is, laat het zeker weten. Hoe werkt dus een live meeting en zeker hoe werkt eigenlijk de space van Livestorm? U ziet hier rechts of links van uw scherm dat er een chat space is. Daar kunt u gerust met ons gaan spreken. Als er vragen zijn, stelt ze alsjeblieft in de question of vragen tabblad. U kunt ook stemmen voor een pertinente en interessante vraag. Dus stem zeker. En er zal, denk ik, 1 of 2 polls ook, dus een aantal vragen aan u gesteld worden in het tabblad polls. Donc, comme je disais, un Livestorm et un live meeting comme ici sur Livestorm, comment ça se passe? Vous avez 3 espaces. Vous avez le chat que vous voyez à droite ou à gauche de votre écran en fonction. Dans le chat, vous discutez de ce que vous avez envie de discuter si jamais. On vous fera aussi passer quelques communications de service. Si vous avez des questions, et surtout ayez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans l'onglet questions, pas dans l'onglet chat. Et si vous voulez voter pour une question que vous trouvez intéressante, pertinente, votez pour elle, comme ça on la prendra certainement en compte, si jamais on devait choisir parmi toutes les questions évidemment. Et alors il y aura éventuellement un petit sondage qui vous sera posé et ça s'affichera dans l'onglet sondage ou polls. Alors, je vois qu'on est déjà quelques personnes en plus. J'espère que voilà, tout le monde a quasiment pu se joindre. Je vais donc entamer. Mais pour ceux qui connaissent l'ITA, ça sonnera peut-être un petit peu comme de la répétition. Mais l'ITA, donc pour ceux qui nous connaissent moins, on est un acteur financier d'investissement présent au sein de l'économie sociale et solidaire depuis 2017 maintenant en Belgique. Initialement, on a été créé en France, donc on a vu le jour en 2014 à Paris, en France, à l'initiative d'Eva Sadoun et de Julien Benayoun. L'ITA, on est en fait, comme vous le savez, un intermédiaire. Nous levons des fonds pour des entrepreneurs dans cette économie sociale et solidaire. Et on s'adresse à une communauté d'investisseurs qui souhaitent décider surtout de où ils placent leur argent et à quoi il va servir. C'est la raison d'être de l'ITA et c'est pour laquelle on s'efforce de travailler en tout cas tous les jours. L'ITA, depuis 2017, c'est une cinquantaine de campagnes. C'est 12 000 inscrits sur la plateforme belge et c'est ensemble 8,8 millions qui sont déjà levés avec les investisseurs particuliers et professionnels. Sur l'ITA, pour rappel, vous pouvez investir de deux manières. Vous pouvez investir en capital, donc en actions ou en parts sociales, et vous pouvez également investir en obligations. Je vous invite évidemment à aller faire un petit tour sur la plateforme pour voir ce qu'on propose à ce sujet-là et n'hésitez pas à revenir vers nous d'ailleurs si vous avez des questions à ce propos. Ensuite de ça, pour petit rappel, avant de laisser la parole à Human dans un instant, comment est-ce que ça se passe sur l'ITA? Quelles sont ces entreprises qu'on vous propose? Les entreprises qui ont leur place sur la plateforme ne sont pas arrivées là par hasard et sont surtout arrivées au bout d'un processus de sélection conséquent.
effectivement, entre 3 à 5% des entreprises qui s'adressent à nous sont des entreprises pour qui on va effectivement lever des fonds. Pourquoi? Parce on a tout un trajet et un processus d'analyse complète de l'entreprise, qu'on appelle une due diligence pour les plus initiés entre nous. Et il y a également 2 comités de sélection d'investissement qui sont faits chez l'ITA. Un comité qui est en interne et un comité avec des personnes externes qui sont issues de domaines différents, tous avec une expérience financière également. Ce qui permet de venir vous présenter un contenu de qualité, déjà analysé. Je pense que j'ai fait le tour ici de tout ce que vous deviez éventuellement savoir ou vous rappeler. Je vais donc passer la parole dans un instant à Quentin et Christelle de Human. Pour rappel, c'est une campagne qui est donc en pré-collecte sur notre plateforme depuis 2 semaines maintenant. On a déjà pas mal d'intentions qui ont été exprimées. Et donc, pour rappel, c'est une campagne en action pour laquelle on recherche au total 400 000 euros. Et je vais leur laisser l'espace pour vous expliquer tout ce qui les anime et ce très beau projet qu'on est hyper content d'avoir sur la plateforme. C'est à vous. Merci beaucoup, Madeleine. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc nous sommes Quentin et Christelle, les cofondateurs de Human. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de notre projet. Je ne sais pas s'il y a moyen de… Ah, voilà, voici la présentation. Un petit mot nous concernant. Donc, nous sommes en fait 2 anciens collègues. Nous avons travaillé ensemble dans le secteur financier pendant de nombreuses années. Et à un moment de nos vies professionnelles, nous avions vraiment l'envie profonde, tous les deux, de nous investir dans un projet qui fasse sens et deuxièmement, qui ait un impact positif. Et donc, c'est ainsi que nous nous sommes réunis pour créer Human. Ce que je pourrais dire sur nous en plus, c'est que nous sommes des personnalités complémentaires. Et d'ailleurs, nous nous sommes un peu répartis des responsabilités au sein d'Human en fonction de nos talents. Donc, Quentin est quelqu'un de très rationnel, il aime les chiffres, il aime également l'innovation. Et moi, je suis très sur les équipes, sur driver un projet. Et j'aime également énormément le business, des ventes et le marketing. Alors, Human est parti d'un constat, c'est que pour faire son shopping durable en moins de 2 heures dans une ville comme Bruxelles, c'est extrêmement compliqué. L'offre, elle existe, c'est une bonne nouvelle. Par contre, elle est extrêmement fortement morcelée et donc, qui veut faire son shopping durable dans une grande ville, il doit multiplier les déplacements, ce qui n'est évidemment pas le but recherché. Et donc, notre vision pour Human, c'est une réponse à cette problématique. Nous voulons, à travers Human, faciliter un mode de vie qui soit circulaire et solidaire pour le plus grand nombre de personnes possible. Donc, quand on dit faciliter, c'est évidemment pour répondre à ce besoin d'avoir quelque part plus facilement accès aux solutions. Le mode de vie, ça signifie que nous ne voulons pas uniquement promouvoir des produits, mais nous voulons également promouvoir une façon de vivre. Et donc, nous accueillons au sein d'Human pas mal d'événements, ce qui complète quelque part un petit peu le message. Et la solidarité, nous voulons vraiment la développer avec les entrepreneurs avec lesquels on travaille et dans un deuxième temps avec la société. Alors, on a déjà engendré quelques réalisations. Donc, on a créé la société en 2018. On a fait un premier pop-up en décembre 2018. Et on a lancé un premier grand magasin, ici, chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles, en mai 2019. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes. C'est un écosystème de plus de 100 partenaires. Écosystème, j'entends aussi bien des personnes qui sont présentes en dépôt-vente, qui ont donc leur propre stock, qui louent un espace, ils sont entre 15 et 20 en fonction des moments. Le reste, ce sont des fournisseurs classiques chez qui on achète de la marchandise. Un e-shop, un magasin, plus de 120 000 personnes sensibilisées en 2020. Un chiffre d'affaires quand même proche du million en 2020, malgré 3 mois de fermeture et une année Covid. Et cerise sur le gâteau, un léger bénéfice, ce qui pour une start-up dans le retail, malgré le Covid, est plutôt une belle performance.
Et quand nous avons créé Human, nous avons dès le départ souhaité développer 3 bilans de notre activité. Un premier bilan étant le bilan social, ensuite l'environnemental et puis bien sûr le bilan économique. Et d'un point de vue social, nous avons identifié essentiellement 3 domaines sur lesquels nous voulons agir. La création d'emplois directement via Human, le support aux entrepreneurs locaux en économie circulaire et la collaboration avec les écoles et les universités. Donc, nous accueillons énormément de stagiaires au sein de Human. Ça, c'est pour le volet social. Au niveau de l'impact, donc, ce qui est une notion qui nous tient à cœur, évidemment, on a identifié différents domaines où on pouvait mesurer cet impact et qui correspondent en fait aux différentes étapes de la chaîne de valeur de Human. Donc, c'est bien sûr l'extraction de la matière première, d'où vient-elle, comment est-ce qu'elle est transportée, comment est-ce qu'on la consomme, et enfin, comment est-ce qu'on la revalorise. Au niveau de l'extraction des matières premières, c'est de voir quel type de matière est-ce qu'on utilise. Est-ce que c'est de la nouvelle matière? Est-ce que c'est de la revalorisation? Est-ce que c'est de la seconde main? Donc aujourd'hui, on peut le faire en fonction des fournisseurs. Demain, on peut le faire en fonction du type de vente. Au niveau du transport, c'est d'où vient cette marchandise. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité de nos produits viennent de Belgique et l'énorme majorité vient d'Europe. Plus de 90% des produits sont européens. Le reste vient parfois d'un peu plus loin, lorsqu'on peut l'expliquer. Hein. Et le but, c'est vraiment de réduire là aussi l'impact négatif que ces déplacements de marchandises peuvent générer. Le troisième volet, c'est celui de la consommation. Comment est-ce qu'on consomme ces produits? D'une part, le nombre de personnes qui les consomment et donc le nombre de personnes qu'on a sensibilisées, mais également, par exemple, 2 exemples, est-ce qu'on peut diminuer le volume des emballages des produits vendus chez Human? Et est-ce qu'on peut mesurer le nombre de déchets qui sont évités par des produits qui sont vendus chez Human? Donc ça, ce sont toutes des choses qu'on va continuer à suivre et que de plus en plus, on va publier également. Le dernier volet qui nous tient à cœur, c'est celui de la revalorisation. Pour boucler la boucle, je dirais, hein, on conçoit le produit durablement, on le consomme et puis on revalorise. Et donc, depuis 1 an maintenant, on a un certain nombre de collectes de produits qui permettent de servir des entrepreneurs bruxellois de manière à créer des nouveaux objets qui sont vendus chez Human. Ici, vous voyez qu'en 2020, on a récolté 425 kilos de chaussettes et de jeans. Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin dans les prochaines années. Et last but not least, économiquement parlant, voici la façon dont nous projetons d'évoluer. Donc, comme vous le voyez, en 2019 et 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 710 000 € et 887 000 € avec la première année une perte et la deuxième année un bénéfice. Et dans les années qui viennent, vous voyez que notre chiffre d'affaires va augmenter d'année en année, ainsi que notre EBITDA et notre résultat qui seront prévisionnellement positifs chaque année. D'où vient cette évolution? D'abord de l'ouverture de nouveaux magasins. Donc, nous avons l'intention d'ouvrir 3 magasins dans les 3 années qui viennent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous allons mettre au point, c'est dans les projets qu'on va mener au sein d'Human, un programme de fidélité. Et nous croyons, nous sommes certains qu'en connaissant mieux nos clients, nous allons... Et le dernier volet, c'est que notre activité en ligne, donc notre e-shop, va suivre la croissance des magasins. Alors, croître avec impact, avec sens et impact, il y a 3 grandes phases dans l'évolution d'Human, je dirais. D'une part, le lancement, qu'on a connu à partir de 2018, le pop-up, le premier magasin, l'e-shop. Une phase de consolidation, comme l'a dit Christelle, avec la duplication de magasins, l'augmentation de la digitalisation et l'amélioration de nos process. Et enfin, le développement au-delà de Bruxelles, je veux dire, hein, avec l'expansion en Belgique. Je sais que c'est un point important sur la duplication et l'ouverture de magasins. Et donc là, on a quand même une bonne nouvelle à annoncer. C'est que on a, c'est pas encore signé, mais c'est un scoop. Hein, je pense que même l'ITA, ils sont pas encore au courant.
On a très probablement trouvé notre prochain lieu dans l'est de Bruxelles, donc du côté de Woluwe. Et voilà, très bientôt, il y aura des nouvelles très concrètes. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas encore signé, mais on est vraiment tombé sur un accord avec le propriétaire qui devrait satisfaire les deux parties. Voilà. Et dans ce plan, nous avons défini 4 priorités pour les 3 prochaines années. La première priorité, donc, c'est le développement d'un réseau de magasins. Et pour ce faire, on va se focaliser sur 2 choses. D'une part, c'est vraiment pousser le concept plus loin. Donc, on va travailler d'ailleurs avec une agence spécialisée en la matière, en retail merchandising. Et puis, évidemment, comme vient de le dire Quentin, trouver des nouvelles surfaces pour développer des magasins. Le deuxième point, c'est que nous allons développer l'e-shop dans une approche web to store. Le troisième point, c'est que nous voulons rendre notre organisation capable de grandir. Et donc, pour ce faire, nous allons vraiment mettre énormément d'énergie dans la mise au point de process qui laisse la place à l'initiative, mais qui facilite la vie des équipes. Et nous avons l'intention de faire les démarches pour être labellisé Bicorp. Et last but not least, nous allons mettre en place ce fameux programme à destination de notre communauté pour augmenter sa connaissance et la fidélisation de la communauté. Alors, tous ces projets, forcément, ça nécessite des moyens, hein, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Alors, ces moyens, on les a estimés de l'ordre entre 650 et 700 000 euros, de manière à financer les différents projets que Christelle vient d'expliquer. Vous ne serez pas étonné de voir que la majorité des montants seront attribués au magasin, parce que c'est de l'aménagement, c'est de la constitution de stock, c'est de la constitution d'équipe, ce genre de choses. Alors, même si on est extrêmement modéré dans l'aménagement, hein, on cherche vraiment à être cohérent avec notre positionnement, à réutiliser de la matière, à trouver des solutions qui sont peu consommatrices de nouvelles matières et ou de cash. Ça reste des montants qui sont quand même importants. Ces besoins, ils seront couverts de différentes manières. D'une part, par l'ouverture du capital dans le cadre de la campagne de crowdfunding que vous connaissez. On a également introduit un bicirculaire scale-up qui nous permettrait d'aller chercher un montant de l'ordre de 200 000 euros. La réponse arrivera seulement en fin d'année, à partir de novembre ou au plus tard décembre. Donc là, on a bon espoir que ça puisse se faire. Je pense qu'on a un bon dossier pour cela. On a également introduit un dossier auprès de Finance Brussels dans le cadre du prêt Oxygène, qui était un des prêts qui avait été développé dans le cadre du soutien, une mesure Covid, on va dire, et qui permet d'aller chercher jusqu'à 100 000 euros de prêt, mais à des conditions extrêmement intéressantes, avec une très longue période de grâce, avec un intérêt qui est particulièrement intéressant. Et donc, voilà, donc de l'autofinancement, du crowdfunding, le dossier de bicirculaire, du prêt et les banquiers, en plus, si nécessaire, pour compléter cette enveloppe de entre 650 et 700 000 euros. Et où serons-nous dans 3 ans? Nous voulons sensibiliser un nombre de plus en plus important de personnes. Donc, nous espérons avoir sensibilisé en 2023 400 000 personnes, augmenter évidemment le nombre de paniers composés de produits de l'économie circulaire. Nous aurons 4 magasins et un e-shop qui aura été upgradé. Nous aurons une équipe de 16 collaborateurs. Nous aurons environ 140 partenaires locaux que nous aurons soutenus, un chiffre d'affaires qui aura dépassé les 3 100 000 et un programme de fidélité, une mesure de notre impact et une labellisation Bicorp. Merci pour votre attention et vos questions. Et bienvenue chez Human. Merci Christelle et Quentin.
Je vais, voilà, enlever la présentation. Merci pour cette présentation assez complète en fait et qui donne un très bel aperçu déjà de la route que vous avez parcourue et de vers où vous allez. J'inviterai certainement toutes les personnes qui nous écoutent à poser leurs questions dans l'onglet questions s'il y en a évidemment. Als er vragen opkomen, stel ze zeker in het tabblad vragen. En we zullen ze beantwoorden binnen een minuut of twee. De mon côté, j'avais certainement noté l'une ou l'autre question qui me venait à l'esprit. Mais déjà, tout d'abord, je suis quelqu'un qui aime le concret. Est-ce que vous pourrez éventuellement juste nous dire un petit peu, tiens, qu'est-ce que vous avez comme produit, nous donner un exemple ou deux des produits que vous vendez dans votre magasin? Donc, la première chose, c'est que donc nous, ce qu'on couvre, c'est vraiment tous les besoins du quotidien. Donc, ça touche d'une part la salle de bain, par exemple, où on a des produits cosmétiques en vrac ou en cosmétiques solides. Ça touche le domaine de la cuisine, où on a énormément de solutions zéro déchet. Ça touche également la décoration de la maison, les vêtements, les enfants. On a un domaine aussi qui touche on a un département pour la nuit et on a une collaboration avec Pêle-mêle. Et donc, pour te donner des exemples de produits, on a par exemple un partenaire qui fait des vêtements à partir d'échantillons de tissu. On a des partenaires qui proposent des solutions zéro déchet, que ce soit des emballages pour les sandwichs. On a Bonjour Maurice, qui est aussi connu de l'ITA, qui propose une garde-robe réversible pour les enfants en coton bio. Voilà, donc quelques exemples de produits que l'on propose chez Human. Énormément, et aussi une offre de deuxième main quand même assez développée, puisque Pêle-mêle propose des livres, des jeux, des DVD et des CD, et que nous avons une collaboration également avec une association qui s'appelle Le Refuge, qui propose des vêtements. C'est une association qui accueille des LGBTIQ+, et qui propose des vêtements de seconde main qu'ils reçoivent en don et qu'ils n'ont pas pu distribuer aux personnes qu'ils accueillent. D'accord, merci. Je pense que ça répond déjà à la question de Joël en tout cas. Mais du coup, vu que vous allez vers l'ouverture de différents magasins, est-ce que cette même offre sera présente dans les différents magasins ou vous allez un petit peu adapter en fonction du lieu, de la communauté vivant autour? Alors, le but, c'est effectivement de pouvoir retrouver dans les différents magasins une offre de base, hein. Et donc, comme on l'a expliqué durant la présentation, on va travailler sur le concept Human de manière à mieux décrire, définir, formaliser cette offre qu'on va retrouver dans tous les magasins. Maintenant, il y a une composante importante qui nous tient à cœur, c'est celle de la localisation de l'offre. Et donc, si sur Bruxelles, aujourd'hui, on a développé un réseau quand même relativement important d'entrepreneurs locaux, il est évident que demain, si on va dans d'autres villes, que ce soit à Liège, à Gand, à Anvers ou à Namur, on aura à cœur de faire la même chose. Et on le fera très probablement avec des personnes du cru qui sont vraiment, qui ont cette connaissance du terrain et qui ont un réseau local également, qui leur permettra d'avoir l'offre de base Human, mais enrichie avec des produits très locaux de la région. C'est ce qui nous différencie, hein. C'est un des éléments différenciants par rapport à ce que pourraient faire des grandes surfaces, par exemple. D'accord. J'ai toute une série de questions dans le pipe, mais je vois que celle que Dominique est en train de poser est parfaitement dans la lignée de ce dont vous êtes en train de parler, donc je vais la prendre maintenant. Poser la question où effectivement l'économie circulaire est mise en avant dans le magasin, mais plus de 50% des produits sont neufs. Je suis intéressée de savoir d'où viennent ces produits, avec quoi ils sont fabriqués, quelle est leur provenance, est-ce que c'est certifié, est-ce que c'est durable, etc. On peut se compléter éventuellement. Donc, la première chose, donc on n'a pas de statistiques exactes, mais en effet, dans le magasin, il y a des produits de seconde main, il y a également des produits qui sont neufs. Donc, le principe, si vous voulez, c'est qu'on prend vraiment les différents piliers de l'économie circulaire. Donc, quand le produit est neuf,
Bon, pour certains d'entre eux, ils sont fabriqués à partir de matières recyclées. Ça, c'est le premier élément. Et dans certains cas, ils sont fabriqués à partir, par exemple, d'une source, pour les produits cosmétiques, par exemple, à partir de matières naturelles. Ce à quoi on veille également, c'est à essayer de réduire le plus possible les déchets, puisque ça évite évidemment d'avoir de la fin de vie. Ce qu'on essaie également de faire, c'est donc ça c'est la fabrication. Puis alors il y a l'allongement de la durée de vie avec la deuxième main. Et puis alors il y a toute la partie recyclage. Et on a vraiment beaucoup de nos produits neufs qui sont faits à partir de matières recyclées. Pour donner un exemple, on vend des chaussettes qui sont faites à partir de jeans recyclés. Donc oui, c'est un produit neuf, mais une partie de la matière est recyclée. Alors, concernant l'origine des matières, il y a une grande partie de cette matière qui vient de Belgique, que ce soit des cosmétiques qui sont éco-conçus avec des matières naturelles en Belgique ou des produits qui sont revalorisés en Belgique. On a également des produits qui viennent de France, d'Allemagne, du Portugal et qui correspondent au principe de l'économie circulaire, donc éco-conception, allongement de la durée de vie de produit ou revalorisation. Dans quelques rares cas, on a des produits qui viennent d'un peu plus loin. Et je cite toujours l'exemple des gourdes qui sont de l'aluminium. Il faut savoir que 95% de la production d'aluminium pour concevoir les gourdes est fabriquée, est disponible en Asie. Il n'y a pas, à notre connaissance, enfin si, il y a un distributeur, un fabricant distributeur en Europe, mais qui a ses propres canaux de distribution. Et donc, si on part du principe qu'on veut offrir des solutions zéro déchet pour éviter de consommer dans des bouteilles en plastique, et bien à ce moment-là, on doit passer par là. Que fait-on à ce moment-là? Ben, on regarde pour avoir une offre qui soit certifiée, qui soit la plus cohérente possible dans son offre, d'une part. Et d'autre part, il est évident que si demain, il y a un fabricant européen qui arrive à concevoir une gourde selon toutes les certifications requises, ben c'est celle-là qu'on prendra parce qu'on voudra diminuer l'impact. Il y a plusieurs projets en cours en France notamment qu'on suit de près, mais pour le moment, ils n'ont pas encore réussi à avoir une gourde qui est 100% produite en Europe. Ils sont obligés de faire venir leur moule d'Asie, comme la plupart des fabricants. Et donc voilà, donc nous, notre principe, ça a toujours été être le plus local possible, mais avoir une offre la plus complète possible également. Donc si on ne trouve pas localement, dans un premier temps, on va acheter quelque chose alors qui est fabriqué plus loin, en espérant que ça inspirera des entrepreneurs locaux de se lancer dans l'aventure. D'accord, merci pour cette réponse très complète. Tournons-nous un instant plutôt vers la partie plutôt du modèle et des aspects financiers. Est-ce que vous pourriez décrire vraiment en quelques mots quel est le modèle de Human? Quelles sont vos différentes sources de revenus? Comment ça fonctionne pour vous? Donc, on a un modèle qui est mixte dans le sens où, d'une part, on a du classique dans un magasin, c'est-à-dire qu'on achète de la matière qu'on revend et sur lequel on prend une marge. Cette marge, elle varie entre 35 et 40% selon les articles. C'est parfois un peu plus, mais disons qu'on cherche au minimum à avoir 35% de marge sur un produit. À côté de ça, on a des entrepreneurs qui sont en dépôt-vente et qui, eux, louent une partie de l'espace et payent une commission sur leur vente. Donc là, c'est du variable en fonction des produits qu'ils vendent et du volume de vente qu'ils arrivent à produire. La répartition entre les deux, c'est de l'ordre de 60-40. Donc, on a 60% qui sont des produits Human et 40% qui sont des produits de partenaires. Donc, nos principales sources de revenus, ben, c'est d'une part la marge qu'on dégage sur la vente des produits Human, c'est les commissions de vente sur les produits des partenaires et c'est les loyers des partenaires en dépôt-vente. Ça, ce sont les trois principales sources de revenus. À côté de ça, il y a les coûts, bien sûr, les achats de matières premières, les coûts, les loyers et fonctionnement du lieu et bien sûr les salaires. D'accord, merci. Et quels sont, selon vous, du coup, les investissements qui sont absolument nécessaires dans les 2 à 3 années à venir pour pouvoir vous développer comme vous l'entendez?
Ben, d'une part, c'est la formalisation et donc rendre plus solide notre chaîne de valeur et vraiment identifier les process qui doivent être renforcés, notamment pour dupliquer. Euh, Gérer un stock ou gérer un processus de commande d'achat sur 1, 2, 3 magasins, c'est pas la même chose. Donc, il faut qu'on soit plus solide à ce niveau-là. C'est également au niveau du digital. Ben, il faut aujourd'hui, on a un e-shop qui commence à bien tourner, qui commence à prendre de l'ampleur, mais on est convaincu qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus loin dans la digitalisation, dans le marketing digital et de se servir du digital comme un générateur de trafic dans nos magasins. Hein, c'est ce qu'on appelle le web to store, c'est vraiment on ne sera jamais un pur player 100% digital, ce n'est pas notre volonté. Nous, notre ADN, c'est le physique et c'est d'utiliser le digital pour générer du trafic dans nos magasins. Et le troisième volet, c'est le facteur humain, évidemment. Hein, même si on a des bons process et une bonne digitalisation, il faut avoir des gens qui ont les compétences nécessaires pour faire tourner ces process et ces boutiques. Et donc, ça, ce sont les trois volets sur lesquels on compte investir pour les prochaines années. D'accord, merci. Avant de passer à des réponses et des questions en live avec les investisseurs, j'aurais encore voulu simplement me pencher peut-être sur la partie plutôt de réplicabilité de votre modèle, puisque vous voulez ouvrir plusieurs magasins. Donc tout d'abord, de peut-être nous exposer un petit peu comment ça se passe et peut-être de voir aussi quelles raisons, mais quels risques aussi vous envisagez dans cette réplication, je sais pas, non, cette duplication de magasins, pardon. Et éventuellement peut-être de terminer aussi peut-être en exposant votre plan de développement plutôt territorial. Vous disiez que vous aviez très bonne nouvelle, un accord probable pour l'est de Bruxelles. Qu'est-ce qui est au menu pour la suite, puisque vous ne souhaitiez pas vous arrêter à un magasin, en plus de celui existant, évidemment. Donc, le premier élément, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation, on considère vraiment que la phase de développement dans laquelle on entre maintenant est une phase qui est une phase de consolidation. Et donc, nous avons pris la décision d'ouvrir un deuxième magasin à Bruxelles. Donc, ça, c'est une certitude parce que nous voulons être proches et mettre au point tous les process qui vont nous permettre à un moment donné de passer à 3, 4 et éventuellement une dizaine de magasins par la suite. Notre modèle, selon moi, aujourd'hui, doit encore faire l'objet de stress test, entre guillemets. Donc, on a un certain nombre de partenaires et fournisseurs dont on sait qu'on va accompagner dans le sens, et il va falloir voir dans quelle mesure tous ceux qui sont importants pour nous vont avoir la capacité de nous suivre. Donc ça, c'est un point qu'on va vraiment tester déjà avec un deuxième magasin. Le deuxième stress test qu'on doit faire, c'est le stress test des process, puisque aujourd'hui, on a des process en place dans un magasin. Comment est-ce que ça va fonctionner sur plusieurs magasins? On va le voir et on va l'améliorer. Et le dernier élément qui est important en termes de réplicabilité, ce sera les outils. Parce qu'aujourd'hui, on utilise un certain nombre d'outils et il va falloir voir dans quelle mesure les outils qu'on utilise vont pouvoir nous accompagner dans la croissance. Donc ça, ce sont les principaux éléments que nous voyons en termes de consolidation de notre modèle. Et nous allons le faire en propre avec des personnes que nous allons engager parce que nous restons à l'échelle bruxelloise dont nous faisons partie. Nous sommes tous les deux habitants de Bruxelles et nous connaissons bien le tissu. Une fois que nous sortirons de Bruxelles et que nous nous éloignerons, nous envisageons de le faire sous une forme de franchise parce que nous sommes convaincus que pour ouvrir un Human à Gand ou à Liège, il faut des entrepreneurs locaux qui s'inscrivent dans le tissu local. Merci pour ceci. Et les risques Non, et les risques, évidemment, on les voit à tous les niveaux qu'on vient de citer. Donc, c'est la capacité de nos entrepreneurs, qui sont quand même surtout des entrepreneurs locaux, de croître avec nous, en tout cas pour une partie. Bien sûr, il va falloir que l'on ait, comme le disait Quentin tout à l'heure, les personnes, donc qu'on engage des talents sur certaines compétences plus spécifiques. On pense surtout à tout ce qui est logistique et tout ce qui est digital, où là, on va devoir grandir et mûrir.
Et deuxièmement, bon, bah oui, il y a toujours des risques liés aux outils qu'on va utiliser et qu'on va devoir maîtriser pour la suite. Alors, il y a toujours aussi un risque. Est-ce que nos clients, notre communauté va nous suivre? La seule chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'on constate quand même que, par exemple, dans le cadre du Covid, dès qu'on a réouvert le magasin, on a vu que les clients étaient de retour et que notre chiffre d'affaires a continué de bien se développer. Donc, on croit quand même qu'il y a un véritable besoin dans le marché pour ce type de solution. Et alors, il y a un risque, évidemment, c'est le risque de voir arriver des concurrents. Et là où nous voulons nous différencier, c'est vraiment par le caractère local. D'accord, merci pour ceci. Je vais proposer à Sébastien Cauchy de nous rejoindre sur scène si ça lui convient, parce qu'il a posé une question. Si ça ne lui convient pas, qu'il n'hésite pas à le mettre dans le chat maintenant. Sinon, je vais l'inviter sur scène. Si je n'y arrive pas, j'invite Muriel à m'aider là-dedans. Ah ben non, voilà, c'est parfait. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour, enchanté. Alors, je suis dans le cadre de mon entreprise, mais c'est purement à titre privé que je pose toutes ces questions et que je m'intéresse à Human. Et donc, en fait, en effet, moi, j'étais surtout intéressé par la gouvernance. Vous en avez parlé indirectement, en tout cas, en parlant de franchise. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je ressentais, c'est beaucoup de valeur humaine derrière ce projet également. Et du coup, je me demandais comment la gouvernance, en fait, allait évoluer pour que ces valeurs transpirent bien et pour que, voilà, je me demandais comment allaient se passer les modes de décision, voilà, parce que j'entends derrière franchise, j'entends pas toujours non plus de maîtrise managériale derrière, ou en tout cas de comment ça va vivre. Et donc, voilà, ça me questionnait parce que c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Et voilà, je voulais simplement en savoir un peu plus. Alors, la franchise, c'est pas pour tout de suite, hein. On va d'abord essayer d'en ouvrir un deuxième et de se développer sur Bruxelles. Et puis, si la sauce prend comme on le souhaite, ben, on ira voir ailleurs. Mais sinon, au niveau de la gouvernance, on la veut la plus collaborative et la plus participative possible. Si je prends l'exemple de nos partenaires, aujourd'hui, on a des calls tous les mois avec eux pour échanger, partager. Donc, d'une part, sur les différents bilans qu'on a présentés, économiques, social et environnemental, mais également aussi pour les solliciter sur, enfin, les questionner. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans tel cadre? Et donc, c'est un processus qui est questionnant, qui est itératif et qui est le plus ouvert possible. Et ce qu'on essaiera de mettre en place également au niveau de l'AG, par exemple. Hein. Donc, le but ne sera pas simplement de balancer 3 slides avec des chiffres, mais si on a la chance d'avoir une communauté, ça sera de l'interroger, de la solliciter et de lui demander aussi du feedback. Important, le feedback. Et je compléterai peut-être avec un élément. On a commencé à vraiment passer en revue toute notre organisation, déjà dans une perspective d'un deuxième magasin. Et donc, ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est un cadre commun, parce que ça, on aura besoin d'avoir un cadre commun, mais le plus possible de liberté d'action dans chacun des magasins. Donc, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de test de nouveaux partenaires, on veut vraiment que à l'intérieur d'un cadre qu'on aura défini, les équipes puissent vraiment se déployer, déployer leurs talents, leur contact avec les clients, mais aussi avec les entrepreneurs. Et donc, ça, on espère en tout cas qu'on va réussir à le faire et qu'on va réussir à le faire dans un deuxième temps à une plus grande échelle. Donc, en tout cas, ça nous tient très, très fort à cœur. Merci Christelle et Quentin. Je vais passer à une toute dernière question avant de conclure ici. James, je vois que vous aviez posé une question par rapport aux principaux risques, mais je pense qu'elle a été répondue par Christelle il y a un instant, donc je vais permettre de ne pas la reposer. Si jamais il y avait besoin de spécifications en plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Gaëtan nous a posé une question sur la logistique de l'e-shop. Je vais lui proposer de venir sur scène avec nous, si ça lui convient, évidemment, sinon qu'il s'exprime. Je suppose que ça lui convient. Je vais vérifier qu'il soit toujours bien dans la salle également. Oui.
Muriel, est-ce que tu peux inviter Gaëtan, s'il te plaît? Je n'arrive pas à le faire. Ah, ok. Gaëtan nous dit qu'il est dans le métro, que donc ce n'est pas l'endroit le plus idéal. Du coup, la question, c'est la logistique de l'échoppe. Oui, mais ça, on peut y répondre. Donc, effectivement, c'est une question importante hein, voilà, qui nous a quand même un petit peu embêtés au tout départ. Mais aujourd'hui, on a connecté l'e-shop à notre gestionnaire de stock. Donc, on travaille avec Lightspeed qui nous permet de gérer la caisse, mais également toute notre gestion de stock. Et le WooCommerce qu'on utilise pour la gestion du site est lié au stock. Et donc, on a effectivement à ce moment-là une vue d'ensemble sur ce qui reste dans nos magasins. Au niveau des ventes, on développe de plus en plus le click and collect, donc des gens qui font leurs commandes en ligne, qui payent en ligne, mais qui viennent chercher leurs produits. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en général, ils font un tour dans le magasin, qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est bien aussi. Et donc ça représente aujourd'hui de l'ordre de 45% des ventes qui sont, pardon, 45% des ventes sont livrées. Le solde, c'est du click and collect. Le panier moyen en ligne est également plus élevé, puisqu'il est de l'ordre de entre 55 et 60 euros en ligne, contre 28-29 dans le magasin. Donc, de ce côté-là, les ventes sont plus importantes aussi. Ce ne sont pour le moment que les produits Human, parce qu'il est difficile de référencer les produits de nos partenaires en dépôt-vente. Si on doit gérer 15 stocks différents, ça sera très compliqué. Et là, il faudra plutôt rentrer dans un modèle de place de marché ou autre. Si on veut aller jusque-là, c'est une discussion qu'on aura avec eux à un moment donné. Voilà, que dire de plus sur l'e-shop? Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on aura un deuxième magasin, on va avoir un nouveau stock qui sera le stock du nouveau magasin, mais je crois qu'on a la capacité de stockage ici pour en tout cas dans les 2 années qui viennent, quoi. Merci. Je pense que c'est clair. Si jamais il y a des questions qui vous viennent, de toute façon, dans l'assemblée, vous pouvez évidemment toujours les adresser à l'ITA et on les transmet aux entrepreneurs, évidemment. Donc, comme vous le voyez, Human, c'est un premier magasin, mais qui se porte bien, qui a passé la crise, comme d'autres, mais d'autres n'ont pas eu cette chance-là, malheureusement. C'est une communauté aussi vibrante autour de Human, des personnes qui sont actives, tant de personnes qui souhaitent acheter localement que d'entrepreneurs et d'artisans qui vivent grâce à cela. Qu'est-ce que je voulais également ajouter? C'est en grande partie, comme on l'a vu, une offre qui est locale et qui est réfléchie, en tout cas, dans ses moindres détails. Et alors enfin, pour terminer, c'est important de savoir que donc sur l'investissement, la prise de participation chez Human, donc en action, permet également de faire bénéficier du tax shelter. Je pense qu'une bonne partie ici dans l'assemblée connaît déjà ce mécanisme. Pour rappel, il s'agit d'une réduction d'impôt de 45% du montant investi. C'est assez intéressant également. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous renvoie vers la plateforme où il y a une page dédiée à ce sujet. Si ce dossier vous intéresse, je vous encourage très fortement à soit exprimer une intention d'investissement et demander le dossier d'investissement de Human qui va arriver dans les prochains jours. Pourquoi? Premièrement, comme ça, vous avez toutes les informations. Et ensuite de ça, vous serez tenu informé en priorité puisque vous serez noté comme intéressé de notre côté. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et je terminerai surtout par remercier Quentin et Christelle pour leur temps et vous remercier à tous également d'avoir été présents, d'avoir pris part et d'avoir posé des questions. On espère vous voir bientôt. Et l'équipe LITA est disponible, que ce soit via le chat, par mail, par téléphone également. On est là pour répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, un bon appétit. Merci beaucoup. Pas encore manger. Et à plus tard. Au revoir, merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir.